piste a livré ses premières vérités, la mode est au vert, comme vous le voyez, mais toutes les nouvelles ne sont pas bonnes. Bienvenue pour ce premier débrief de la saison 2023 de Formule 1. Bienvenue pour les pistonnés pour cette nouvelle saison. On va absolument se régaler. On va revenir sur le Grand Prix de Bahreïn avec ceux qui font le sel et le piment depuis 5 saisons désormais de cette belle émission. Monsieur Brice Germain, Monsieur Hamza Armani. Comment ça va les gars? J'ai passé un très bon dimanche. Ouais, moi aussi, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Beaucoup moins, personnellement. Hein, je cherche encore le moteur de Charles quelque part, mais tant pis. La salade de pignon, presque en tout cas du côté de chez Ferrari. On va y revenir sur ce Grand Prix, mais on a surtout un invité d'honneur aujourd'hui. C'est presque l'une des inspirations du ton et de l'esprit des pistonnés, Monsieur Jean-Luc Roy, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour lancer cette saison. Bonjour Jean-Luc. Vous me gênez beaucoup. Salut Manu, Oh, c'est vrai. salut Hamza, salut Brice, bonjour à tous. Jean-Luc, auteur de ce livre. On va en parler mercredi davantage de ce livre, Le cuir des héros, aux éditions Kokobé. Ça parle de moto. Si on devait le pitcher très rapidement, mon cher Jean-Luc. Eh bien, c'est une histoire d'homme et de courage. Voilà, c'est-à-dire que en fait, beaucoup de mes amis pilotes moto, à commencer par Andy Depugné, se sont blessés pendant leur carrière, malheureusement, et blessés gravement. J'ignorais à peu près la moitié de leurs blessures, parce que ce sont des gens très, très pudiques, et puis surtout la gravité de ces blessures. Et puis, en parlant avec Andy, j'ai dit, mais ça fait bien ton histoire. Alors, il me dit, non, ça intéresse personne. Je dis, tu vas voir que ça va intéresser du monde. Déjà, moi, ça m'intéresse. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai dit, bon, Christian Saron, qui était un pote, Dominique Saron, enfin, la liste est Jean-Claude Grelle, des champions du monde là-dedans aussi, Jean-Louis Tournadre, je ne vais pas tous les citer, il y en a 14. Et puis, les professeurs qui leur ont mis des vis dans les jambes pour leur permettre de remonter sur la moto 2 semaines après, enfin, des trucs insensés. Alors, c'est pas triste du tout, c'est une histoire de courage et d'optimisme. Ça veut dire que quand on a un petit bobo dans la vie, c'est là que ça se passe. Exactement. Je suis très déçu, Jean-Luc, parce que Oui. j'ai feuilleté le bouquin, là, justement, au moment où tu es arrivé. Aucun chapitre sur Lance Stroll, pourtant, il était blessé lui aussi ce C'est week-end. le héros de Fernando C'est Alonso. le héros de Fernando. Et on va peut-être en parler, mais ce bouquin existe grâce à vous. Exactement. Grâce aux Ouais. pistonnés. Ça, Ça, on va- c'est extrêmement important. Très très belle histoire. Moi j'avoue Ah que oui. quand on a Ouais. appris ça, Ah on ouais, était pareil. complètement fous. Et on va en parler bien sûr mercredi. Place au débrief de ce Grand Prix de Bahreïn. Je vous propose tout de suite de découvrir quels sont les 4 enseignements et de quoi on va parler justement dans cette vidéo. Forcément, il va falloir ouvrir sur Red Bull qui a peut-être déjà plié le championnat. Il y aura un large topic sur Fernando Alonso et Lance Stroll. On reviendra aussi également sur Mercedes et puis la performance d'Alpine qui nous a laissé un petit peu songeurs. Les gars, avant de lancer cette émission, quel enseignement on aurait pu oublier? Je sais pas, Ferrari peut-être. Ouais. Mais non, je pense que les 4 sont pas mal là quand même. Mais Ferrari et ce côté pas prêt en fait. C'est peut-être le 5e qu'on aurait pu évoquer, mais on aura certainement le temps d'évoquer le fait qu'ils sont pas prêts. Ils sont jamais prêts en même temps. Donc, On va prendre le temps cette saison de le dire peut-être. 23 courses, on peut. Hein. Hamza. McLaren catastrophique. Ah oui, bah oui. On n'en a pas parlé lors de l'émission d'avant-saison, mais on avait donné une note de 9 sur 20 sur la saison précédente, une saison complètement anonyme. Et malheureusement pour eux, alors ils ont eu l'honnêteté de dire qu'ils sont partis sur une saison compliquée, ou en tout cas sur un début de saison compliqué, mais c'était complètement perdu, absente à l'abandon de Piastri, qui passe pas la Q1. Alors c'est sa première course, son premier week-end de Grand Prix. T'as Norris qui in extremis passe en Q2 alors qu'il a le même chrono que Sargent. T'as les 5 arrêts de Lando Norris, on a l'impression qu'ils étaient un petit peu perdus. Et aujourd'hui, je me pose même la question sur le potentiel de cette voiture. Est-ce qu'ils sont pas derniers ou avant-derniers en termes de rythme de course? C'est assez inquiétant. J'avais même un titre pour eux, si tu veux. Ah, vas-y, Parce qu'on va le perdre, donc je l'aurais gâché. Orange, panne mécanique. il aurait marché. Je pense qu'il pourrait peut-être marcher même encore mieux du côté de Jeddah. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. C'est vrai. Moi, c'est vrai que l'enseignement qu'on aurait pu titrer aussi, c'est ce midfield qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'entre guillemets Alpine et la fin de grille, on a l'impression que tout le monde peut se battre avec tout le monde. Et l'une des belles sensations dont on aurait pu parler aujourd'hui, mais on en parlera sans doute un peu plus tard, c'est Williams et notamment aussi également Sargent qui moi, je trouve, m'a pas mal étonné, en tout cas, Ouais. niveau rookie sur ce début de saison. Vous l'avez compris, le débrief commence tout de suite. Vous avez les 4 enseignements. Je propose qu'on rentre maintenant dans le détail. On jette un coup d'œil déjà au classement à l'arrivée, bien sûr, de cette course dominée par Max Verstappen. Sa 36e victoire cette saison, la première du côté de Bahreïn, le premier doublé de Red Bull qui en attend d'autres, j'imagine, dans cette saison 2023. 99e podium pour Fernando Alonso. Sainz, seul rescapé chez Ferrari. Mercedes et Stroll qui suivent derrière. Et puis Alpha, Alpine et Williams qui complètent les points. Attaquons tout de suite sur le premier enseignement, justement. Parlons de Red Bull et cette question, un brin provoque.
un brin fâcheuse aussi. Est-ce qu'ils ont déjà plié cette saison 2023? On se replonge bien sûr dans cette course avec toujours une voiture sur une autre planète, meilleur rythme sur les tours rapides, sur les longs relais aussi, meilleure optimisation de la gestion notamment des pneumatiques, une stratégie agressive et récompensée. Ferrari et Mercedes aussi également qui n'ont pas réglé leurs problèmes. La première voiture, on va dire, d'opposition est Aston Martin. Elle termine avec Fernando Alonso à 40 secondes derrière. Et puis, l'autre constat, c'est qu'il n'y a toujours pas eu de match entre Verstappen et Perez. Helmut Marko nous avait promis une voiture qui convient mieux aux deux pilotes. Verstappen n'a pas eu le droit, en plus de ça, de pousser après son premier relais. Et Perez, avec son départ raté, avait aussi également un rythme clairement en dessous. Est-ce que 2023 est déjà plié, Jean-Luc? Oui, d'ailleurs, on va rentrer chez nous et c'est fini. Je vois même pas pourquoi on en discute. Mais non, heureusement. Jean-Luc est un peu pressé. Non, pas du tout. Au contraire, on va prendre le temps. Alors, évidemment, c'est la réflexion, et c'est logique quand on regarde le résultat, même si Charles l'avait emporté l'an dernier, on s'en rappelle, grâce, enfin, ou en partie au problème des Red Bull qui avaient abandonné. Eh bien là, bon, malheureusement, c'est l'inverse. Non, ce qui est plus inquiétant, pour être clair, c'est qu'on pensait que le niveau de performance des Red Bull était très élevé. On en a la confirmation absolue, parce que là, évidemment, il a fait une course idéale pour lui. Il fait la pole, il part devant, même si moi, j'avais quelques espoirs, puisque le petit 138 millième qui le séparait de Pérez, c'était pas beaucoup. Charles avait gardé un train de pneumatique, donc je me suis dit au départ, ça va lui permettre de se mettre dans le coup. Ça a été le cas, il a quand même pris Pérez. Bon, et puis 4-5 tours, quand j'ai vu que systématiquement, il leur mettait 5, 6, 7, 8 dixièmes et que le trou était insondable et que manifestement, derrière, Pérez n'était pas très loin de Charles et ainsi de suite, je me suis dit, bon, c'est mort. Là, lui, il est sur un nuage, déjà pour parler de Verstappen, et il est sur un nuage, il faut bien le dire. Il a une voiture qui lui convient merveilleusement bien. Et puis, la prestation de Pérez n'est pas honteuse, terminée à 11 secondes seulement après un tel Grand Prix, alors qu'effectivement, au début, il aurait peut-être pu suivre Verstappen, on ne le saura jamais, on le saura bientôt au prochain Grand Prix ou au suivant. Il faut toujours attendre 4-5 courses quand même pour avoir un panel également de circuits différents. Bon, là, c'était des conditions particulières. Je ne vais pas essayer de trouver des raisons d'espérer parce que ce sont les plus forts et ce sont les favoris. Mais on peut espérer d'abord que cette panne mécanique qui a frappé Ferrari, on va en trouver la raison cette fois. Et puis encore une fois, j'adore Fred Vasseur et tout le monde l'adore quand on aime le sport mécanique. Il ne va pas d'un coup de baguette magique remédier à tous les problèmes, mais je pense qu'il peut insuffler en tout cas quelque chose de puissant. Et puis on va y revenir. Et puis bon, on va essayer d'espérer aussi. Mercedes n'est pas si mal que ça. Et puis il y a, on parlera plus tard, il y a Aston qui vient dans le jeu. Et ma foi, le taureau des Astonies, comme bien joué. Le taureau des Astonies est là, est toujours là. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les vieux ont encore un peu de répondants. Donc ça nous laisse quelques semaines d'espoir. Et c'est pas pour nous déplaire. Les gars, 1 seconde sur le premier relais, en tout cas, de Max Verstappen a été incroyable. C'était un peu soupe à la grimace quand même à l'arrivée de cette course quand on en a discuté. Ce qui est intéressant sur le début de course, c'est que j'avais l'impression avec Verstappen de retrouver le Vettel époque Red Bull. Un très gros début de course où il collait 1 seconde 5, 2 secondes sur le premier tour, sur les 2 premiers tours pour tout de suite creuser un écart. En plus, maintenant, c'est vrai qu'il y a le DRS. Enfin, il était déjà à l'époque. Et puis, tu te retrouves dans une situation où, effectivement, il y a pas de match. En fait, il n'y a pas eu de match avec Max Verstappen. Même avec Sergio Pérez, effectivement, il rate son départ, mais sur une stratégie différente, puisque c'est la seule équipe, la seule top team Red Bull à avoir placé une stratégie à 2 arrêts en mettant 2 fois les pneumatiques les plus tendres, ce qui montre aussi la dégradation presque inexistante par rapport à Ferrari, où là, c'est vraiment l'inverse. Donc, côté Red Bull, il y a énormément de satisfaction. En plus, on a appris qu'ils ont demandé à Verstappen de rouler en 1.37.0 là où il tournait en 1.36.2, ce qui veut dire qu'ils ont potentiellement au moins 8 dixièmes sous le pied, en tout cas du côté de Max Verstappen. Moi, alors oui, j'ai tendance à être très prudent. On en parlait beaucoup avec Mercedes la saison dernière. On attend les 4, 5, 6, 7 premiers Grands Prix. Mais là, c'est vrai que par rapport à mon état d'esprit vendredi matin, c'est vrai que dimanche soir, j'ai pris une claque. Oui. Oui, la même chose. Enfin, moi, je trouve que le plus flippant du week-end, c'est d'avoir entendu Lambiadze répéter à Max Verstappen à ralenti. Quand on est dans un sport de vitesse et qu'on demande au mec de ralentir, c'est quand même qu'au niveau sportif, il va y avoir un problème de domination. Donc, oui, ça, c'est inquiétant. Comme l'ont été les 3 premiers tours où Max Verstappen, avec des pneus rodés, a mis 2 secondes 5 à Charles Leclerc, qui était en pneu neuf. Comme on a vu à aucun moment Red Bull pousser alors que les autres poussaient justement par rapport à leur stratégie. Enfin,
il y a ce côté, il s'est rien passé en termes de hiérarchie depuis 3 mois et qu'au contraire, il y a une écurie qui a pu enfoncer le clou quand d'autres réglaient ses problèmes. Je pense à Mercedes qui a réglé son marsouinage mais qui a moins développé sa performance. Je pense à Ferrari qui a des problèmes de fiable à régler et qui justement n'a pas pu se concentrer à mort sur la performance. En l'occurrence, Red Bull, ils sont sur un boulevard. Et peut-être que ça peut être accentué par rapport à l'année dernière. Maintenant, je rejoins et Jean-Luc et Hamza sur le fait qu'on n'est pas à Barcelone, on est à Bahreïn. On est sur un circuit qui, a un revêtement ultra abrasif qui va donc favoriser les deux monoplaces qui ne dégradent pas, à savoir Aston et Red Bull, que c'est un circuit qui demande beaucoup à la réaccélération, ce qui n'était pas le fort des Ferrari non plus, qui demande moins de vitesse de pointe qu'un circuit comme Jeddah, qui va avantager Ferrari. Donc effectivement, si on pense que la saison se passe sur 23 Bahreïn, Red Bull a plié le championnat, mais c'est pas 23 Bahreïn. On aura des certitudes à l'arrivée à l'Europe, mais la semaine prochaine, dans 2 semaines, pardon, ça va être différent déjà à Jeddah. Il va falloir voir comment justement les monoplaces tiennent leur pneumatique à Jeddah et surtout la pointe qu'elles vont pouvoir délivrer. Parce que l'année dernière, on savait que les écuries ne délivraient pas tout leur potentiel parce qu'ils ne savaient pas encore comment ils avaient réussi à intégrer leur moteur. Cette année, ça va être certainement différent. Donc, pour le moment, oui, moi j'ai pris une claque sur ce Grand Prix de Bahreïn parce que la Red Bull était optimisée pour tout déglinguer à Bahreïn. Maintenant, si je vois ça à Melbourne, un circuit atypique, à Jeddah, un circuit atypique, à Bahreïn, plus derrière à Imola et Barcelone, et là on aura à peu près fait le tour de toutes les typologies de circuits en termes de réaxel fort, dévers, freinage en appui, vitesse de pointe, tout ça. Si au bout de ces 5-là, j'ai 5 victoires de Max Verstappen ou 3-2 Perez-Verstappen, là oui, je pense qu'on pourra commencer à sortir les marronniers si on veut faire des débats, parce que ça va être très compliqué. Stade totalement inutile depuis 2017. Le vainqueur du premier Grand Prix n'a jamais remporté le championnat. C'est exactement ça. Mais voilà. Mais stade totalement inutile. Et attends, l'autre stade inutile, c'est que celui qui remporte normalement les EL2 est champion du monde à l'issue de la saison. Voilà, bon, on va rester là-dessus. Une petite déclaration. George Russell, hier à l'arrivée de la course, a dit « Je vois pas ce qui pourrait empêcher Red Bull d'être champion du monde à la fin de la saison ». Christian Horner lui a répondu justement avec cette citation. C'était une superbe course aujourd'hui, mais cela peut changer très rapidement. Regardez l'année dernière, Mercedes est revenu de loin. Ils avaient une voiture gagnante à la fin de l'année avec ce concept. Ferrari était malchanceuse avec Charles. Attendons un circuit différent comme Jeddah. Je pense que nous devons attendre un échantillon de 2 ou 3 circuits, ce que tu nous disais, Brice. Donc, réservons jugement sur notre possible domination jusqu'à quelques courses dans le championnat. Ce qu'on voit quand même, Jean-Luc, à Bahreïn, c'est qu'en vitesse de pointe, en ligne droite en tout cas, Red Bull est assez proche toujours de Ferrari et que dans les virages, on va dire, à basse vitesse ou moyenne vitesse, Aston est certes très fort, mais Red Bull génère énormément d'appui aussi. Je reconnais bien là Christian Horner et sa générosité. Il doit piger un petit peu pour Ferrari et pour Mercedes pour dire « Non, on va pas vous planter ça ». C'est presque inquiétant parce que dans la bouche de Christian Horner, se permettre de défendre les adversaires de cette manière-là, dire « Non, les gars », parce que lui aussi, il veut garder un petit peu d'intérêt au championnat quand même. J'espère qu'ils ne vont pas en arriver à perdre quelques courses pour qu'on garde l'espoir et que les autres puissent en gagner. Non, pour être plus sérieux, bon, il a raison de dire ça. Enfin, on dit tous, évidemment, on ne peut pas juger d'une saison sur un Grand Prix. Mais il faut quand même reconnaître, et moi j'étais comme vous parlez de claque, mais c'est vraiment ça. Après les essais qualifs, après les essais libres, j'avais quelque espoir que Red Bull reste devant, mais que les autres soient beaucoup plus proches. Voilà, c'est ça l'histoire. Et là, malheureusement, on voit qu'ils ne sont pas proches du tout et que Red Bull gère la situation. Et la déclaration d'Horner, c'est pour dire, non, attendez, c'est pas plié. Mais pour rebondir sur ce que dit Jean-Luc, la déclaration d'Horner, elle fait peur. Pourquoi ? Parce qu'elle ressemble à la déclaration de quelqu'un qui était dans le paddock de 2014 à 2021 en dominant tout Toto Wolff. Toto Wolff disait exactement les mêmes choses. Donc vraiment, il y a une sérénité et un dodo 23h super tranquille. Oh là là. C'est pas là-bas qu'il y a les plus grosses insomnies en ce moment. Non, je pense que ça. On dort bien du côté de Milton Keynes, en tout cas dans ce début de saison. Deuxième enseignement, parlons du vert, parlons d'Aston Martin, parlons d'un homme, Fernando Alonso, l'éternel taureau des Astonies, qui a réalisé hier son 99e podium en carrière. Est-ce qu'il a enfin fait un bon choix de carrière, l'ami espagnol ? On l'a vu réaliser des très gros freins. On sait aussi également qu'il a recherché tout au long du week-end et qu'il a trouvé surtout une grosse adhérence mécanique. Il y a eu la gestion, le leadership de Fernando Alonso tout au long de cette course qui lui a permis aussi également d'assurer une stratégie parfaitement exécutée.
Et des dépassements, il a réussi à dépasser là où on pensait à Bahreïn que les F1 ne pouvaient pas dépasser. Je pense au virage 10, je pense au virage 11 notamment. Et puis on touchera un petit mot aussi également sur Lance Stroll. J'ai mis au courage, bien sûr, lui qui a été blessé il y a 10 jours, qui était privé des essais privés, qui termine à 13 secondes de Fernando Alonso, malgré les douleurs et la difficulté. Ce n'est pas sans nous rappeler, bien sûr, l'excellent livre de Jean-Luc Roy, Le cuir des héros, qui parle bien évidemment de MotoGP. On se posera la question avec Lance Stroll, justement, est-ce que cette nouvelle saison ne peut pas lui apporter une nouvelle image? Fonçons, si vous le voulez bien, sur Fernando Alonso. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce retour au premier plan? Est-ce que vous êtes étonné? Ce que ça m'évoque, je pense à ce mois de juillet ou mois d'août, je sais plus, où la première fois que Jean-Luc est venu en plateau, Le trait on de a la eu nouvelle la venait de surprise tomber. quelques minutes avant Ouais, c'est vrai. l'émission du départ officiel de Fernando Alonso. Jean-Luc revient, première course, premier podium pour Fernando Alonso. Et on voit les effets. Tout Il va falloir que tu viennes plus souvent. Si vous voulez que Jean-Luc soit un permanent, moi je quitte l'émission. Non. Non Surtout pas contre toi, Jean-Luc, Ah oui. c'est juste contre Fernando. hein. Ah oui. Cette décision valait le coup, oui, oui. Parce qu'en fait, c'est pas forcément que j'aime pas Alonso, Jean-Luc. Donc, il va se dire, merde, c'est qui c'est, tu sais. Non. Même toi, tu as été bluffé, tu disais, Brice, de la part de Fernando Alonso. Oui, alors, mais en fait, je suis plus bluffé par un caractère général de ce qu'il insuffle en F1 depuis qu'il est revenu. J'ai déjà fait mes coups de gueule sur le fait que j'en avais marre qu'ils prennent tout le monde pour ses enfants et qui donnent des leçons. Mais j'ai l'impression quand même que le fait que certains pilotes veuillent continuer à se battre jusqu'au bout et aller chercher le plus de choses possible, c'est l'effet Fernando Alonso qui est revenu. Quand on se dit que Lewis Hamilton ne signait que des contrats annuels il y a quelques années, qu'il en avait marre, que c'était facile, machin et tout, j'ai l'impression aussi que, certes, il y a le retour de Red Bull qui joue un petit peu, mais que ce qu'arrive à faire Alonso en revenant, la hargne qu'il amène, pousse un petit peu tout le monde à vouloir se rebattre pour son baquet un peu différemment. Et Lewis Hamilton dit « je serai encore là 7, 8, 9 ans », alors qu'il y a 3-4 ans, il disait pas ça. Et Alonso, aujourd'hui, dit qu'il veut rouler jusqu'à 50 ans. C'est un truc... j'ai bien aimé le fait... Bon, attends, j'ai dit un truc positif, donc il faut quand même le noter. C'est vrai. J'aime bien le fait qu'il insuffle ce côté de never give up, parce qu'au vu de ses choix de carrière calamiteux jusqu'ici, des give-up, il aurait pu en donner, et sacrément, quoi. Ferrari, c'est désastreux. McLaren, c'est désastreux. Alpine, c'est pas désastreux, mais c'est quand même compliqué, surtout pour un retour El Planique, à savoir aller chercher le titre de champion du monde. Là, ce choix de carrière-là, il est bon, et tu te rends compte qu'à 42 ans au mois de juillet, ce mec-là arrive à te sortir l'essence pure de ce qui te sortait en 2005. C'est la même chose. Il y a, si ce n'est en plus de ça, l'expérience, le filou qu'il était déjà, mais qui sait encore plus être. Moi, il m'a régalé pendant cette course, parce que je me suis dit, oh purée, mais je revois le même que sur la Renault Telefonica de 2005. Exactement. Et Je même dans vois la le radio, même. il y avait des similitudes, je trouve, avec ses propos à la fin de la course, l'enthousiasme qui dégageait. Il y avait... What a lovely car to drive. What did you do, guys? C'est le mec le plus cynique de la Terre. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. Jean-Luc, est-ce qu'il faut des vieux en Formule 1 comme Fernando Alonso, des racers pour garder l'esprit et garder tous les ingrédients qu'on aime de ce sport? Pas répondre autre chose que oui, surtout après une telle démonstration. Non, mais bien sûr. Prost sur la grille la semaine prochaine à Jeddah. Quoi pas. Non, mais alors, je vais mettre une pierre, j'allais dire, dans le jardin. C'est pas de la nostalgie mal placée, mais c'est vrai que les voitures sont moins difficiles à piloter qu'elles ne l'étaient. Voilà. On va le dire, tout le monde est d'accord. Moi, j'ai connu, et si vous me le permettez, je vais rendre un petit hommage à Patrick Tambay, Oui, bien évidemment, sûr. qui nous a quittés Oui, le 4 bien sûr. décembre, avec qui j'ai commenté plus de 300 Grands Prix. Bref, Patrick m'a toujours dit, nous, on terminait, pardon. On avait la paume en sang, on était notamment à Monaco, enfin, la direction n'était pas assistée. Bon, on va pas refaire le sport automobile ou la Formule 1, ou alors il nous faut 3 heures d'émission. Disons que les machines sont moins difficiles à emmener à la limite. C'est une évidence absolue, ce qui n'empêche pas que ces garçons sont tous des athlètes, mais ça permet aux vieux, entre guillemets, lire Raikkonen il n'y a pas longtemps, lire des gens qui ont passé les 40 ans ou qui les approchent, parce qu'Hamilton, il a plus de 38 maintenant, lui aussi. Ouais. La côte de la quarantaine n'est pas très loin. C'est vrai que si on se maintient en forme, ce qui est leur cas, évidemment, si on soigne le physique, mais surtout le mental, parce que Hamilton, il nous a fait un petit coup de grisou, il avait perdu le titre, mais c'était une très légère peut-être démotivation. Moi, j'ose le dire, tant pis pour les fans d'Hamilton, je le pense vraiment. Il s'est remis dans le coup aussi au cours de la saison. La deuxième partie était meilleure, donc on revient quand même sur Alonso. Lui,
aussi, il s'est mis en réserve de la République. Il a été faire Le Mans, l'endurance. Il a été faire Dakar. Indianapolis. Dakar. Enfin, je veux dire, le Dakar, il s'est rafraîchi. Il avait, la Formule 1 en tant que telle, il en avait peut-être un petit peu marre, mais pas du sport automobile. Et du coup, il est revenu avec une fraîcheur, on va dire, ce que vous disiez, une agressivité. C'est rafraîchissant, c'est formidable. Oui, il faut des pilotes expérimentés en Formule 1. Voilà. Et puis, il faut aussi avoir conscience de quelque chose, et c'est l'excellent Antonio Lobato, le commentateur sur DAZN. Et meilleur Espagne, ami de Fernando Alonso depuis 20 ans maintenant. qui le disait. Énorme, Et c'est vrai qu'on s'en rend pas bien compte. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on peut être clair et dire qu'il pilote la meilleure voiture qu'il a eue en ses mains depuis plus de 10 ans. C'est pas faux. Alors, Lobato disait Ferrari 2012. Moi, j'ai mis beaucoup de réserves par rapport à Ferrari 2012. Je serais même capable de remonter à 2010, peut-être même McLaren 2007. Là, on verra. 2007, ouais. Là, on verra vraiment sur la durée si Aston Martin est capable d'avoir une même performance sur des types et configurations de circuits totalement différentes. Mais il faut avoir conscience que le Fernando Alonso que l'on voit depuis 10 ans, qui se bat soit pour des qualifs déjà en Q2 avec McLaren, ou soit pour des places, top 7, top 6, on l'a vu avec Alpine notamment, il a entre ses mains la possibilité d'aller signer régulièrement, peut-être, on lui souhaite, des podiums, et peut-être, si Dieu le veut plus tard, des victoires. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à un stade où on a un pilote, effectivement, qui a engrangé beaucoup d'expérience, mais qui, depuis 10 ans, n'a pas su mettre à profit cette expérience pour aller chercher le résultat, parce qu'il n'avait pas le matériel. Là, il a le matériel. Et puis le matériel, de ce qu'on a vu à Bahreïn, encore une fois, Oui, bien sûr, bien sûr. c'est que Bahreïn et c'est pas représentatif forcément. Mais de ce que j'ai compris, et vous me direz si vous pensez autrement de cette Aston Martin, c'est qu'elle a des lacunes, mais elle a des points forts qui sont essentiels, à mon sens, à Fernando Alonso. Cette voiture ressort extrêmement bien des virages et elle ne dégrade pas ses pneumatiques. Dès lors, Alonso a un avantage stratégique qu'il peut mettre en place en faisant sa stratégie avec son équipe. Ça, c'est une chose parce que c'est un excellent stratège. Donc déjà, ils ont un apport cérébral dans l'équipe en plus du pilotage. Maintenant, dans le fait de bien ressortir des virages, ça lui permet, sans cette vitesse de pointe, de 1, au DRS, s'approcher, et derrière, dans les parties sinueuses où là, l'Aston est forte, d'aller piéger ses concurrents dans des endroits où personne à part lui va. Typiquement, ces 2 dives au T10, ils sont dus au fait que pendant les 2 lignes droites, la ligne droite d'arrivée et la ligne droite de retour, il est au DRS. Derrière, au début du secteur 2, il commence du coup à se rapprocher encore parce que dans la sinueuse, il est plus rapide que Hamilton et que Sainz, pour derrière arriver sur le freinage en appui, à mettre son frein. Et ça, au final, c'est la combinaison des performances de l'Aston Martin et des qualités intrinsèques de Fernando Alonso. Tu cumules ces 2 choses-là, ça fait que les lacunes de l'Aston Martin sont gommées par les points forts de Fernando Alonso. Et ce cumul-là fait que, pour le coup, ça donne un combo ultra explosif. Il faudra voir si Lance Stroll arrive à faire ça quand il sera rétabli, effectivement. Mais en attendant, ce qu'il a fait là, pour moi, c'est une optimisation parfaite du package pilote monoplace. Et l'aspect tactique, l'aspect cérébral, pardon Jean-Luc, très rapidement, il le disait aussi à la radio, pourquoi est-ce que vous m'avez arrêté, notamment sur le 2e arrêt, où il l'estimait, parce que Aston Martin avait le encore, 2e meilleur rythme en dur. Pourquoi est-ce que vous m'avez arrêté maintenant? C'est vrai que nous, moi en tout cas, je me suis posé la question, pourquoi l'arrêter maintenant, sachant que derrière, tu peux peut-être finir la course avec des pneumatiques tendres. Bon, il va quand même chercher ce podium, mais il y avait cette interrogation. Donc, il y a quand même une marge de progression. C'est aussi une équipe qui découvre un pilote qui découvre une équipe. Ça prendra le temps que ça prendra, mais effectivement, ça promet. En un mot, je vais essayer, j'ai du mal, en un mot toujours, mais c'est ce qu'on appelle l'expérience que vous venez de définir avec vos mots. C'est exactement ça. C'est-à-dire, on sait que les pneumatiques, moi je résume souvent pour les néophytes qui me disent alors pourquoi il va vite et machin. Il y a maintenant, des centièmes de seconde dans la mécanique, je dirais dans le groupe propulseur, soyons clairs. Il y a des dixièmes dans l'aéro, bien sûr, et puis il y a des secondes dans les pneus. Et celui qui exploite les pneus, il a tout, il peut aller plus loin. Alors effectivement, il a changé de pneu au 14e tour, donc c'était pile dans la fenêtre prévue par Pirelli en tout cas, et au 34e pour être précis. Après, c'est vrai que le pilote, lui, il ressent, il peut toujours, alors ils vont peut-être optimiser la stratégie, mieux se comprendre, et puis on codait aussi, pour ne pas dévoiler, on sait très bien que maintenant, les dialogues sont écoutés par tout le monde, donc pour savoir, parce que on a le Hamilton, ça y est, je perds la roue avant, et hop, le coup d'après, il fait le meilleur tour. On lui dit, bon, ok, là, t'es gentil, mais on va plus y croire maintenant. Non, mais c'est l'expérience. Et puis, je voulais rajouter, puisque la question était, faut-il des vieux pilotes ou des pilotes expérimentés? Il
faudrait surtout au moins 4 baquets supplémentaires en Formule 1. Ah. C'est ce qui manque. Parce que moi aussi, j'ai connu les grilles à 26, c'était la bonne mesure, et ça permettait aux jeunes pilotes, issus de la Formule 2 en l'occurrence, ou d'ailleurs, mais de venir. Là, il nous manque 4 baquets, ça permettrait à des pilotes plus expérimentés de rester et à des jeunes de venir. Ricciardo, il lance sa carrière comme ça parce qu'il y a 24 C'est équipes début 2010. Et voilà. Donc, Après, il y a eu des purges aussi, dans les pilotes qu'on a eu dans les Oui, écuries ouais, de fin, qui étaient ouais. Hispania, Virgin et Caterham. Caterham. oui. Je sais pas si c'est les bons noms dans le bon ordre, parce que ça change de nom tous les ans. Oui. Mais oui, enfin, c'est vrai qu'il manque des baquets à ce niveau-là, parce que pour le coup, Pour le coup, un Piastri, on doit le voir en 2021. Bien sûr. oui, et, Voilà. et à l'inverse, Exactement. bon, c'est un choix, mais j'aurais pas aimé voir partir Sébastien Vettel ou Daniel Ricciardo. Bien sûr. Aussi. Voilà. Enfin, en fait. Et oui, il y a des pilotes qui devraient être là, qui ne le sont pas, que ce soit plus vieux ou plus jeunes. Et aujourd'hui, il y a tellement de talent dans les formules de promotion Complètement. que On l'a encore vu ce week-end en F2. hein. qu'effectivement, en fait, il faut faire des choix et des mecs qui, par exemple, alors ça relève le niveau du sport aussi, mais des mecs comme Nico Hülkenberg ont failli avoir leur carrière totalement finie, parce que justement, à un moment donné, on vire les mecs qui sont en milieu de carrière et qui n'ont rien prouvé, entre guillemets, quoi. Ou De Vries, qu'on aurait dû voir. Bien sûr, beaucoup plus oui, tôt. bien sûr. C'est un exemple C'est vrai. absolu. J'allais dire, pour parler des Français, pour Cher, Oui. qui aurait eu le talent pour être en Formule 1 dès cette année. Mm. Et d'ailleurs, c'était un peu l'idée de Vasseur, et ça l'est peut-être toujours, plus tard. Mais il avait le talent pour venir, il ne vient pas parce qu'il n'y a pas de baquet, c'est tout. Mais il aurait pu y être. Puisque tu parles de Nico Hülkenberg, Q3 à signaler, je referme la parenthèse. Exactement. C'est un enseignement qui aurait dû être dans cette émission. Juste une petite réaction. Vous savez qu'on a une émission sur Winamax TV le samedi, qu'on commande d'ailleurs les courses aussi également tout au long de cette saison. Notre ami F1 à la loupe, Jérémy, justement, avait un avis assez fort. C'est pas forcément un fan de Fernando Alonso, comme quoi on ne travaille pas qu'avec des fans de Fernando Alonso. Ah non. Il avait un avis assez fort et une attente sur la saison. Je vous laisserai réagir juste après ça. Pour Alonso chez Aston, je ne parlerai pas de choix de carrière en premier lieu, mais plus de ce qui se passe une fois qu'il est dans les écuries pour lesquelles il court. Alonso, on dit, et à juste titre, que c'est un pilote qui surexploite ses machines à 120, 130, 140%. Et c'est vrai, et c'est pour ça que, en effet, je te rejoins là-dessus, c'est une légende du pilotage. Pour moi, c'est peut-être l'un des plus grands génies du pilotage de ces 20-25 dernières années. Et tu sais quels sont mes rapports personnels avec Fernando Alonso, mais je le pense vraiment, sincèrement. Mais en même temps, s'il surexploite ses machines, il a eu tendance, tout au long de sa carrière, à sous-exploiter les équipes dans lesquelles il est. Par, on va dire, incapacité à considérer que la Formule 1 était un sport d'équipe dans l'absolu, et en considérant au contraire que c'était plus une affaire d'ego. Et ça, je pense que ça lui a coûté très très cher tout au long de sa carrière. Donc en effet, il va être extrêmement intéressant de voir sur la durée si Alonso, dans une écurie qui officiellement est en construction, si Alonso peut s'inscrire dans cette construction et ne pas participer à saboter et à déconstruire. Chose qu'il a eu quand même tendance à faire beaucoup de fois, j'ai trouvé, particulièrement chez Ferrari, chez McLaren Honda, et même un petit peu chez Alpine, quand on regarde sa sortie. Le symbole du destructeur d'écurie, comme on a pu dire. Jean-Luc, est-ce que c'est un destructeur d'écurie, ce Fernando Alonso? Est-ce qu'il l'a été? Alors, je ne pense pas, en tout cas pas intentionnellement, c'est une évidence. Je crois que c'est quelqu'un qui a un très fort ego, un très fort caractère, qui est arrivé en Formule 1 parmi les plus jeunes. Là aussi, il a été... Parce que bon, évidemment, les statistiques sont faites pour être pulvérisées, mais c'est quand même... C'était le Phénix. Quand il est arrivé, 2 titres de champion du monde au milieu des années 2005-2006. Bon, tout le monde s'est dit, oula, lui, il va les enfiler comme des perles. Puis effectivement, après, bon, il y a eu... Alors, je crois qu'il a beaucoup touché, c'était McLaren, bien sûr, où là, il a compris que par rapport à Hamilton, qui débarquait, en plus, qui était tout jeune, mais qui était le protégé de Ron Dennis, on va pas refaire l'histoire. Donc là, il a souffert, bim, après, il a rebondi. Destructeur, je pense pas. Je pense qu'il a un ego démesuré, c'est normal, c'est un double champion du monde. Et puis en Formule 1, il ne faut pas faire de quartier si on veut gagner. Alors moi, j'attends de voir, et j'espère que ça ne se produira pas, la cohabitation avec le fils du patron. Pour le moment, c'est la lune de miel, parce qu'effectivement, Lawrence Stroll était très content, et on le sait, il a cassé le petit cochon rose pour faire venir Fernando, c'est très bien. Et Fernando se dit, ça y est, c'est mon équipe, d'autant que les résultats sont là. Mais j'espère que le côté positif de l'agressivité de Fernando va pas, non pas détruire l'équipe, c'est pas son intérêt, mais qu'il va garder ce talent et que Lance Stroll va se dire lui aussi, finalement, bon, j'ai tout à apprendre d'un type comme ça. Et il a 42 ans, moi, j'ai tout l'avenir devant moi. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas un destructeur d'écurie pour moi. Il l'est, mais comme tous les grands champions l'ont été.
reprendre Senna, Prost, machin, enfin tous les types, Lauda, enfin tous ces types-là qui ont impulsé vraiment une énergie, qui étaient les patrons de l'équipe finalement, même s'ils étaient que pilotes, à une époque où il y avait moins de moyens de contrôler ce que disaient les pilotes. Donc là aussi, c'était les boss, quoi. Quand on recrutait des types de ce calibre-là, on savait que ça allait être les patrons de l'écurie. On ne sait pas si c'est un destructeur d'écurie, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est un fédérateur au début du projet. Voilà, complètement. On l'a vu avec Renault, Alpine, C'est on vrai. l'a vu avec McLaren, on l'a vu même lorsqu'il arrive chez Ferrari. Ça, on le sait. Après, comment ça se passera là Comment ça se termine, c'est toujours là où c'est un peu pour plus... les prochains mois, c'est un les petit peu prochaines plus années, ça, compliqué. c'est notre Non, puis il y a une notion qui est différente par rapport à avant, c'est qu'avant, on considérait aussi comme un destructeur de coéquipiers. Et du coup, qu'il ne fallait pas qu'il soit contesté. Quand on voit comment ça s'est terminé avec Felipe Massa, c'était un peu particulier chez Ferrari. Van Dorn a quitté la F1. Van Dorn, voilà. Esteban Ocon n'en dit pas du mal, mais en attendant, il s'est quand même un peu fait berner Une petite pendant fracture, un an et demi, jusqu'au moment où Alonso a décidé de redevenir lui-même, the anti-hero, comme il dit lui-même. Là, le coéquipier, il n'est pas menacé, il est chez lui. Donc en fait, à mon avis... Est-ce qu'il n'est pas si menacé que ça? Ouais. Bon, je pense qu'on en parlera dans On va en l'émission de parler un mercredi. petit peu plus tard. tout ouais, ça pour complètement, dire ouais. que Alonso, il va pouvoir travailler dans son coin avec les ingés qui demandent, parce qu'en fait, le board de l'écurie sait très bien que si la voiture doit aller mieux et si Lance Stroll doit faire des bonnes performances, c'est avant tout par un mec à 350 Grands Prix pour développer la voiture. Aujourd'hui, on n'en est plus à chercher la demi-seconde. Là, on en a à chercher le demi-centième, parce que justement, on arrive dans le trio de tête. On arrive là-haut. Et ce n'est plus avec des idées d'ingénieurs qu'on peut faire ça. C'est en couplant avec l'expérience pilote. Et Lance Stroll ne va faire que bénéficier du passage de Fernando Alonso. Il n'y aura pas de guerre d'ego là-dessus. Il faut rappeler une petite chose qui me paraît très importante. On n'a pas tous les secrets, mais Aston est reparti d'une feuille blanche alors que le règlement n'avait pas changé. Ils ont refait une voiture totalement. Ce sont les seuls, à ma connaissance. Les autres ont fait des évolutions, notamment Mercedes évidemment, mais on voit qu'elles ne sont pas si bonnes que ça, puisque même disent on va revenir à un concept plus classique. Bon, évidemment, on en a compris pourquoi. D'autres ont travaillé. Bon, je veux dire, l'écart est là, puisqu'on de Red Bull encore une fois, mais Aston est reparti d'une feuille blanche pour sortir des tréfonds du classement et remonter et faire figure de potentiel vainqueur de Grand Prix, pourquoi pas. Hein. Et on va en parler bien évidemment mercredi. Juste, je vous relance très rapidement. Ce sera juste un tour de table sur la question justement de Lance Stroll. Est-ce qu'il pourrait changer un petit peu d'image? Est-ce que même il est un peu plus rentré dans nos cœurs avec ce week-end? Regardez cette petite citation. Il nous dit « Honnêtement, si j'avais pas été aussi bien dans les points, j'aurais pensé à lâcher à 20 tours de la fin. Je souffre, mais je me mordais intérieurement à la fin en pensant à ces points. Les 2 dernières semaines ont été les 2 semaines les plus folles de ma vie. Un timing terrible pour se cracher sur un vélo. Les médecins me disaient peut-être l'Australie pour un retour, peut-être Bakou, mais pas ici, pas à Jeddah non plus. Alors oui, je pleure un peu aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait changer de regard sur Lance Stroll cette saison avec une voiture performante, avec ce qu'il a réalisé aussi, le courage qui a été le sien en tout cas de monter dans la voiture? Qui me fera changer de regard, ce seront ses performances. Alors là, effectivement, il y a l'aspect courage. C'est vrai que j'étais très inquiet vendredi lorsqu'on va sortir de la voiture. Il a failli y avoir un crash aussi avec Piastri et une Alpha Tauri. Enfin, Piastri qui dépassait une Alpha Tauri et Stroll qui reste au virage au milieu. Bon, voilà, c'est toujours des situations qui, moi, m'agacent profondément. Mais voilà, on en parlait déjà à l'époque avec Racing Point, parce qu'il avait une voiture performante. Ouais, mais c'est une excellente trouvaille. Mais effectivement, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, il va avoir une voiture pour lutter peut-être pour des podiums, ou en tout cas pour des top 6, top 7 réguliers. Il va falloir qu'il performe. Rentrer dans mon cœur... Un peu plus, j'ai dit, hein, pas complètement. Bah... Oui, je trouve que c'est... C'est de la poignée au moins. Je trouve que... De mon cœur. Non, c'est fermé, verrouillé. Non, je trouve... Enfin, oui, il y a du courage, mais c'est plus l'inverse qui m'aurait déçu s'il était apte. C'est-à-dire que si on avait dit il n'est pas apte, en fait, j'aurais passé au-dessus de la tête et terminé. Mais si on m'avait dit il est apte et qu'il ne se sent pas, c'est plus ça qui m'aurait déçu. Je suis peut-être un romantique du sport, mais moi, ce qui m'émeut, c'est Niki Lauda qui revient 50 jours après s'être fait cramer la gueule. C'est des mecs qui se battent pour aller justement piloter la monoplace, alors, pas par passion, en fait, par envie d'y aller, et que peu importe la douleur, quand tu vois, et Jean-Luc peut en parler, les motards, combien de temps après, ils remontent sur leur moto alors qu'ils hurlent dans leur casque de douleur, juste parce qu'ils veulent aller retourner se tirer la bourre avec les copains sur la piste. Moi, c'est plus ça qui va m'émouvoir. Donc, je suis content d'avoir vu ça de Lance Stroll parce qu'on a l'impression qu'il est tellement là pour vivre le rêve de son père et pas le sien que, effectivement, voir ça déjà, ça fait plaisir. Mais avant de considérer que Lance Stroll est un
un vrai passionné, un racer qui rentre dans mon cœur. Bon, pour moi, c'est une première étape. C'était beau de voir ça ce week-end, mais j'ai vu des choses de lui dans le passé qui font que, pour le moment, je garde mes réserves et j'attends qu'il nous montre davantage en performance, en passion, en envie d'aller justement marquer l'histoire de ce sport et pas que par son nom et l'argent de sa famille. Petite interrogation à laquelle je n'aurais évidemment pas la réponse. Si Aston Martin luttait pour juste accéder à la Q2, est-ce qu'il aurait eu la motivation? Il le dit, hein. Voilà. Il le dit avec la douleur. S'il n'y a pas eu les points, normalement, j'aurais arrêté avant. C'est pas Jean-Luc Roy qui va être épaté par la performance de Lance Stroll ce week-end. Pas épaté, mais tu sais, je dis toujours, je le défends souvent parce que tout le monde l'attaque et il y a plein de raisons de l'attaquer. Effectivement, c'est avec des actions comme ça qu'un pilote, dans le cœur des passionnés, parce qu'on se dit, il aime ça. Alors, c'est pas de sa faute s'il est fils de milliardaire, c'est pas de sa faute si son papa a acheté une écurie. On en rêverait tous, hein. On serait peut-être pilote de Formule 1, même derrière. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas lui imputer ça. Maintenant, peut-être qu'il a plus à prouver. Tu sais, c'est toujours les noms. Hein. On pourrait parler de Mick Schumacher. C'est vrai. On va pas le faire. Mais je veux dire, quelqu'un qui hérite d'une situation comme ça privilégiée, on a tendance tous, parce que c'est naturel, à dire oui, lui, il a du bol, il a de la chance. Il doit prouver peut-être un peu plus que les autres. Là, il a commencé, me semble-t-il, à prouver, puisqu'on parle de blessures et de retour de blessures. Il y a eu, tu as raison d'évoquer Niki Lauda, la liste est longue aussi, des pilotes de F1 qui ont fait preuve de beaucoup de courage. Mais à mon sens, là, lui, il a fait preuve de courage et de détermination. Et il a terminé la course parce qu'effectivement, il était dans les points. C'est sûr, s'il était 18e, il aurait dit, je risque d'hypothéquer ma prochaine course aussi, parce qu'il y a quand même des vis dans le poignet. Hein. Et des plaques, il faut s'être fracturé au moins une fois un scaphoïde dans la vie pour savoir que ça fait mal et que c'est extrêmement gênant. Donc, voilà. Moi, c'est un point à apporter. Maintenant, est-ce qu'on va l'adorer à cause de ça? C'est peut-être un peu tôt. Puis on l'a vu, les galères qu'il avait à la tenir. Alors, d'un côté, sa confiance que tu disais tout à l'heure sur le côté. Ils sont plus faciles à conduire. Sur le côté, ils sont plus faciles à conduire. Sans direction assistée, il pouvait pas. Ah, oui. Et puis, même, tu vois, quand Kubica pouvait rouler avec un seul bras, ça n'aurait pas été le cas à l'époque des Moss, des Fangio et des Clark, par exemple, de faire ça. Mais non, oui, le courage, il est là et il faut le saluer. Notons aussi qu'il a quand même failli ruiner la course d'Alonso au 3e virage, au 4e virage. C'est vrai. Ouais, après, il y avait une bataille. On pourra en discuter, on pourrait épiloguer, mais il était en défense. Hier, hein. Il était en défense sur Russell, il a dit, il a failli flinguer la course. En même temps, il était en défense sur Russell et Alonso avait. Le pilote du jour pour Fernando Alonso. Exactement. On avait oublié de le dire. Dans cette large page Aston Martin et ce grand deuxième enseignement. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, au point suivant et à Mercedes. 0 ponton, 0 avenir. C'est la question qu'on est en train de se poser. Mercedes qui, mine de rien, est encore loin du compte après cette première manche de la saison 2023. Un manque de rythme. On se pose la question d'ailleurs de savoir s'ils ne sont pas la 4e force actuellement. L'obligation d'attaquer, mais nouveau problème, il n'y a plus de marsouinage. Désormais, ils sont aussi également limités par la dégradation des pneus. Manque d'appui. On a vu une voiture qui était très sous-vireuse, notamment en course. Et la question, comment en est-on arrivé là du côté de chez Mercedes? J'ai envie de vous interroger tous les trois là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un péché d'arrogance du côté des Allemands? On sait qu'il pourrait y avoir une réunion de cette semaine du côté de Brackley, en réfléchissant justement à changer son fusil d'épaule et peut-être à faire venir un nouveau concept. On parlera peut-être même d'une Aston Martin noire cette saison. Vous le verrez avec les déclarations de Toto Wolff dans quelques instants. Pourquoi avoir insisté sur ce concept zéro ponton? Est-ce qu'il y a un doute autour de la personnalité et la personne surtout de Mike Elliott qui a remplacé, on le rappelle, James Allison? Est-ce que James Allison a été remplacé d'ailleurs chez Mercedes? Et les responsabilités dans tout ça de Toto Wolff. Juste pour donner un peu de grain à moudre à vos avis, la chronologie, on va dire, de 3 réactions qui nous ont beaucoup étonnés dans ce week-end, notamment Lewis Hamilton qui a mis le feu aux poudres dès vendredi, qui nous disait: nous avons découvert que nous sommes très loin, nous le savions un peu après les essais hivernaux, mais c'est un grand écart. Est-ce qu'on peut combler cet écart? Oui, mais ce sera difficile avec ce concept. On est sur la mauvaise voie. On doit continuer à travailler dur pour attacher le bon wagon. Toto Wolff, samedi, qui nous dit: je ne pense pas que ce package deviendra compétitif un jour. Nous avons fait de notre mieux cet hiver, mais maintenant, on doit se réunir, s'asseoir avec les ingénieurs afin de fixer une direction au niveau du développement pour gagner. Nous pourrons gagner des courses cette année, mais on doit surtout penser à moyen et long terme. Et puis Toto Wolff,
qui a, on va dire, remis un coup ce dimanche après l'arrivée de la course. Je pense que notre changement doit être beaucoup plus radical dans nos étapes et ne pas compter sur des évolutions d'un niveau de 3 dixièmes. Même ça ne suffit pas. Aston Martin a fait du bon travail. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de Mercedes là-dedans. Identifier ce qu'il faut, cela serait utile pour la reprise après la pause d'avril. En attendant, nous allons subir certainement à Jeddah et Melbourne. Moi, je comprends entre les lignes que le nouveau concept, sans doute avec des pontons ressemblant à l'Aston Martin, devrait arriver du côté de Bakou. Comment en est-on arrivé là? Comment on a pu se planter comme ça, Jean-Luc, du côté de chez Mercedes? Ah ben là, tu l'as dit, voilà, c'est le mot, plantage. Moi, je n'ai pas compris que Mercedes ne reparte pas sur une nouvelle monoplace. Ils en ont les moyens. Aston l'a fait. Ils avaient les moyens de repartir. Dire, bon, le concept zéro ponton, effectivement, on a essayé, ça marche pas. Donc, on est loin du compte. Donc, on repart dès l'été dernier, évidemment, sur une monoplace plus classique, en tout cas ressemblant aux autres. Et puis, on sort le meilleur. Et on sait que Mercedes est évidemment capable de le faire avec James Allison ou avec un autre. Mais en tout cas, il n'y avait pas à inventer grand-chose. Il y avait à rassembler tout ce qui marchait. Bon, là, on s'est entêté, entre guillemets, pour la deuxième saison là-dessus. Et encore, du côté de la FIA, je suis provocateur, bien sûr, on a été gentil. On leur a donné les 15 mm pour qu'ils arrêtent de marsouiner. Donc, alors que les autres marsouinaient moins avec le règlement précédent. Bon, on leur a donné ce qu'ils voulaient parce que, aussi, c'est encore un gag, voir Hamilton mettre 10 minutes pour sortir de son baquet. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai mal partout. Bon, c'est de la comédie. Ça, pour moi, c'est trop. Mais bon, ça fait rigoler. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, j'en viens au concept. Mercedes aurait dû repartir d'une feuille blanche et faire une nouvelle monoplace. Pourquoi attendre 3-4 Grands Prix pour vérifier qu'on s'est bien planté? Bah oui. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'arrogance là-dedans? Un peu l'arrogance allemande. Désolé de faire un lieu commun sur les peuples, mais on l'a déjà vu, cette arrogance. Bayern Munich dans le football, par exemple, ou dans d'autres disciplines. Dans le taxi aussi. Ouais. Le fait de... non, mais le fait de vouloir à tout prix réussir avec ce concept parce que c'est différent, parce qu'on est sûr. C'est quoi? C'est un problème d'arrogance ou c'est un problème d'on regarde trop les ordinateurs et pas assez ce qui se passe sur la piste? Je pense que là, il s'est fait peut-être déborder par les concepteurs en disant mais non, ça va marcher. Il nous faut encore un peu de temps, mais ça va marcher. La réponse, on l'a déjà. Là, on peut dire qu'on l'a déjà en début de saison sur le premier Grand Prix. Non, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, pas assez pour aller chercher Red Bull. C'est ça l'objectif. Donc maintenant, il faut repartir. Évidemment, ils ont les moyens de modifier tellement la monoplace, mais ça veut dire une nouvelle machine. À compter du 4e Grand Prix, on va avoir perdu 4 ou 5 Grands Prix. Voilà. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Lui-même. Je comprends pourquoi ils sont partis sur ce concept-là cette année encore. Parce que, à mon sens, quand ils se rendent compte que la voiture est ratée l'année dernière, elle est ratée pas que sur le concept de zéro ponton. Elle est ratée dans plein de domaines. Le moteur est pas bon, l'aéro est pas bonne, pas que sur le concept zéro ponton. Ils ont beaucoup de soucis sur le dessous de la monoplace. Concrètement, ils ont un nombre de problèmes à régler qui est phénoménal avant de développer le concept. Ils doivent d'abord fixer, corriger et ensuite développer. Ils ont réussi à le faire à peu près au bout de 15 courses. Et en fin de saison dernière, on a vu une Mercedes qui, sur certains Grands Prix, faut l'oublier, était la meilleure des monoplaces. Au Brésil, Russell gagne quand même. Et à la fin de saison, et je pense que dans l'intersaison, on se dit tous, tiens, Mercedes a refait son retard. Donc, peut-être qu'il y a encore un péché d'orgueil, effectivement, au moment de la soufflerie des analyses de simulateurs, en se disant, tiens, ce concept marche encore en simulateur alors qu'il ne marche pas, mais qu'il fallait voir les résultats pistes pour se rendre compte. Et c'est pour ça que depuis des semaines, dans la presse allemande, on évoque une Mercedes B. C'est qu'on se prémunit peut-être déjà de ce concept-là. Ce que Toto Wolff voulait absolument faire, c'est être sûr qu'en développant le concept à son maximum, il n'était pas bon. Il voulait être sûr. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et aujourd'hui, ils se disent, ah tiens, nous n'avons plus de marge de progression sur ce concept. Contrairement à d'autres qui, certainement, ont plus de marge de progression. Je pense qu'aujourd'hui, Red Bull n'a peut-être pas plus trop de marge de progression. Attends, ils ont une seconde d'avance. Ferrari a de la marge de progression. Aston Martin a de la marge de progression. Mercedes, aujourd'hui, considère qu'ils n'ont plus de marge de progression et que du coup, si leur plafond à eux, c'est 4e, ça ne leur convient pas. Donc, ils font changer le concept. Mais avant toute chose, et 10 ans de victoire, ça prouve qu'on peut leur faire confiance aussi. Ils voulaient emmener leur concept jusqu'au bout, quitte à ruiner 2 ans. Ils auront certainement ruiné 2 ans.
au-delà de ça, la performance en piste, moi je la trouve moins catastrophique que ce qu'on aurait pu attendre. Enfin, ils font quand même. Ils sont loin du compte quand même. Ouais. J'ai l'impression que ça a Mais- régressé par rapport à la fin de saison dernière. Oui, mais attends, par rapport à ce qu'on a vu en essai libre et tout, enfin, je pensais qu'ils allaient être plus loin que ça. Il termine à 50 secondes, presque une seconde ça, au c'est tour. problématique. Ça, c'est lourd. Et il me semble que Lewis Hamilton réalise son pire résultat à Bahreïn depuis 10 ans. Ouais, McLaren Euh, 2013. Bah, Mercedes, du coup, non McLaren, il quitte en 2012. McLaren 2012 alors. McLaren 2012, alors. Bah, ça fait Ou 11 ans. Mercedes 2013. Ouais, je Ah, sais tu pas. mets un doute. Bah oui, il arrive en 2013 chez Oui, non, mais t'as Mercedes. raison, t'as raison. Euh, Hamza, est-ce que la saison est pliée pour Mercedes? Désolé, c'est que des titres provoques aujourd'hui, des conclusions à la hache dès le premier Grand Prix. Bah, disons que Tout ça antidépresseur après C'est l'émission. ça, Tranxène, émission sponsorisée par Tranxène. pour le titre, j'aurais tendance à être un peu plus catégorique que la saison dernière. C'est vrai qu'à la régulière aujourd'hui, en tout cas sur ce circuit, on va pas revenir sur les caractéristiques particulières de Bahreïn, mais Mercedes, c'est la 4e force du plateau. On l'a vu en qualif. Ils font 6 et 7, sachant que tu as un Stroll qui est 8e mais qui est blessé. Donc potentiellement, Stroll devant les deux Mercedes, c'est pas quelque chose de fou. Sur la course, effectivement, je rejoins un peu Brice. En fait, je rejoins un peu Brice sur toute sa démonstration. C'est vrai que la fin de saison 2022 me laissait penser qu'il y avait une possibilité, enfin qu'ils avaient refait leur retard et qu'il y avait une possibilité peut-être de même jouer le titre pilote et constructeur. Parce qu'encore une fois, aux États-Unis, Hamilton, il est pas loin de la victoire. Russell va gagner au Brésil. Tu te retrouves dans une situation Dès où Silverstone, t'as des bons relais, hein. Enfin, t'as des bons relais de course où ils ont promis en rythme de course. c'est pour ça. Et moi, je sais pas si aujourd'hui changer de concept, c'est une bonne décision. Est-ce que la marge de progression, elle est si limitée que ça avec ce nouveau concept? Mais effectivement, il était utile, je pense, d'aller au bout de cette histoire et au bout de cette idée de sans ponton. Et on verra si avec le nouveau concept, déjà, est-ce que c'est confirmé? Ça, on verra, parce que Oui. on parle de Bakou, on parle d'Imola pour en émission d'avant-saison, on disait que Bakou, il rapporterait déjà de grosses évolutions. Complètement, ouais. Est-ce qu'on part quand même sur de grosses évolutions avec ce zéro ponton ou une nouvelle voiture? Pondre une nouvelle voiture en 1 mois ou en 2 mois, Après, ça semble quand même ils compliqué. utilisent la même soufflerie qu'Aston Martin. Tu sais, une clé USB, elle peut vite glisser. On n'a pas le dans droit, cette- on n'a pas le dans droit. cette soufflerie. On l'a vu dans l'autre sens, en tout Exactement, cas. Avec le oui. Racing Point. Oui. Apparemment, Mercedes chercherait à recruter des photographes. Ils ont les codes de la photocopieuse. Mais par contre, c'est vrai que le souci inquiétant, et je rejoins un peu ce que disait Toto Wolff dimanche, c'est que Aston Martin, c'est un moteur Mercedes, Et voilà. et aujourd'hui, c'est plus voilà. performant que Mercedes. En tout cas, Et ça voilà. paraît. Et voilà. Ça, c'est grave. Ça, c'est dur. ouais. Ça, c'est dur. grave. Exactement. Ça, c'est dur. C'est comme si Toro Rosso, à l'époque, Ouais. à l'époque du motorisation Ferrari, quand ils vont gagner avec Sébastien Bien sûr. Vettel À Monza. Monza, ok, il y a la joie, mais ça Ou- pique un peu. Ça la fout. Ou si AlphaTauri, elle est mieux que Red Bull. Ouais. On a un autre exemple. Là, ça fait mal. Les moteurs de l'année Je- d'avant. Regardez juste les résultats sur l'année dernière, parce qu'on a tout en tête, mais bon, c'est toujours mieux avec un papier, en tout cas pour moi. Et on voit que finalement, les performances de Mercedes, alors, il y a en tant que pilote, mais constructeur, elles sont pas si mauvaises sur l'ensemble, une fois que c'est lissé. Ah. Alors, il y a eu quelques ratés, c'est normal. Après, il y a les événements. Mais je veux dire, on a tous l'impression qu'il y a eu un redressement en deuxième moitié de saison, ce qui est vrai, mais il est relatif. Donc, en fait, on était pratiquement 3e tout le temps. Et là aussi, on met à part les erreurs de Ferrari. Je parle des Oui, c'est erreurs vrai. qui coûtent. Bon, mais si on prend au rendement global de l'équipe, Mercedes était bien à sa place, c'est-à-dire 3e, un petit peu derrière Ferrari. En fait, le redressement est relatif en termes de rythme. Il est Oui. puis il est relatif aussi parce qu'en deuxième partie de saison, Red Bull a archi dominé. C'est-à-dire que Oui. les 1 et 2, c'était Oui. terminé. Hein. Oui. On pouvait plus en faire Voilà. du côté de chez Mercedes. Ouais. Donc du coup, au début de saison, Russell Hamilton allait chercher des P2 par-ci par-là, enfin des choses un petit peu, enfin, ça optimisait. Là après, Max Verstappen a rien laissé à qui que ce soit. Donc, Et puis en début de saison, avec toutes les difficultés que l'on connaissait chez Mercedes, il n'y avait que 3 équipes qui luttaient Oui. pour le podium. Là, il y en Bien a une sûr. 4e. Bien sûr. Donc C'est ça. potentiellement, quand C'est ça. l'année dernière, tu pouvais viser, s'il y a abandon devant, une Oui, P3, tu faisais 3. ben là, potentiellement, c'est maintenant, P7, P8. et voilà. et Silverstone, c'est la dernière victoire d'une voiture hors Red Bull jusqu'à la fin de saison, sauf Brésil, George Vas-y, Russell. c'est Russell. ouais. Et Donc voilà. ils sont Et quand voilà. même allés chercher quelque chose. Enfin, il y a Ouais. un redressement qui se sent pas forcément au niveau des points par rapport à l'alignement des points sur le long de la saison. Et quand tu regardes à la fin de saison qui termine à 39 points de Ferrari, Mhm. alors que, et quand tu compares les packages à Bahreïn, Oui. il y a Et quand c'est même. inouï. Ouais, c'est quand Inouï. même fou. 3 courses de plus et ils sont devant, quoi. Une déclaration de Frédéric Vasseur qui est peut-être passée inaperçue hier. Je regardais l'émission de débrief sur F1 TV et il estime que la dégradation pneumatique chez Lewis Hamilton en fin de course était plus importante que Chez chez Ferrari. Carlos Sainz, Ouais. ce qui explique pourquoi est-ce que Lewis Hamilton n'a pas pu revenir et dépasser
Enfin, il est revenu, mais il n'a pas pu dépasser le pilote espagnol. Très handicapé, Mercedes, en tout cas par la dégradation. On l'a entendu dans la radio d'Hamilton, on l'a entendu même dans la radio de Fernando Alonso lorsque son ingénieur lui a dit vas-y à fond parce qu'ils sont en galère. Et comme disait Jean-Luc, Hamilton, on a tendance à pas le croire lorsque la radio il dit j'ai des problèmes de pneus. Donc, Mais hier, il en joue bien. Le fameux My Tires Argonne et Secteur Purple. Est-il dans le cuir des héros, justement Lewis Hamilton, la réponse est non, les amis. Ça parle de moto. D'ailleurs, petit teasing, il y aura du MotoGP cette année dans les pistonnets. Plus, ça c'est une Ça va bonne être nouvelle. extraordinaire, c'est une excellente nouvelle. Je sais que ça vous plaît. au courant. Mon cher Jean-Luc. Apprends des trucs ici. Je vous en parlerai à la fin de l'émission. Quatrième enseignement, les amis. Est-ce que Renault est en progrès? Est-ce que Alpine, pardon, excusez-moi, vous a satisfait? On va Que refaire. Benetton. Et Lotus dans tout ça. Tant de mystère parce que oui, on se cachait du côté de chez Alpine depuis le début de cette saison. Donc, quand il y a mystère, il y a fantasme. Et puis finalement, ce fantasme, il est un petit peu accouché d'une déception. Il y a déjà eu le calvaire d'Ocon, 3 erreurs impardonnables qui lui ont coûté 24 secondes, cash, net, puisqu'il y a eu 20 secondes de pénalité plus les 4 secondes offertes sur cette pénalité mal réalisée. L'accrochage en plus avec Magnussen qui lui a posé des soucis, qui a dû l'obliger à changer d'aileron en début de saison, début de saison, mais surtout début de Grand Prix. Il y a la remontée de Gasly qui donne du baume au cœur, bien sûr, à Alpine. Le mieux est l'ennemi du bien parce que Gasly a voulu changer tous ses réglages après les EL3 parce qu'il y avait quelque chose qui lui déplaisait dans la voiture alors que le rythme était bon. Eh bien, patatras, il s'est raté en Q1. Derrière, la superbe stratégie, le superbe rythme aussi également de cette Alpine sur le rythme de course avec une stratégie donc décalée. Mais à la fin, est-ce que le goût, c'est pas un coup dur pour Alpine? Loïc Duval, hier sur Canal+, disait ils sont à des années-lumière du top 4. On se demandait la semaine dernière si justement Alpine pouvait casser le plafond de verre et se rapprocher des 3 gros bras. La réponse, Jean-Luc, aujourd'hui, c'est non. Ah ben là, clairement, oui. En plus, on avait effectivement, ça a été un peu la douche froide parce que, Ocon 9e sur la grille, donc en Q3, c'est relativement ce qu'on sentait, encore qu'ils avaient caché leur jeu intentionnellement, on l'a bien vu, autant en essai libre qu'après on se disait mais quand vont-ils enfin sortir? En qualif là on triche plus, il faut aller vite sur un tour. Voilà. Donc je vais pas, non, ça c'est vilain ce que je vais dire, mais je préviens avant, on va pas parler de saison de transition comme chez Ligier à la grande époque. Parce que ça on nous l'a servi pendant 15 ans. Donc non, surtout pas. Même si c'est une équipe française. Donc j'en reviens. Entendre que des saisons de transition, il n'y a que ça chez Alpine. C'est surtout pas ce que je voulais dire. Donc, mais tu vois, voilà, maintenant ça y est, on a mis un peu de teasing, là, ça va bondir. Bon, c'est pas le cas. Donc, si tu veux, on a eu la douche froide parce qu'effectivement, Pierre s'est raté. Ça peut arriver à tout le monde, puis c'est la première expérience qu'il a vraiment avec l'équipe, malgré... Là aussi, moi, je déplore qu'il n'y ait eu que 3 jours d'essai, par exemple, puisqu'on parle de ça, pour permettre aux pilotes, et même en l'occurrence à Alonso, de mieux appréhender sa nouvelle machine, sa nouvelle équipe, c'est très important. Les économies, moi, en F1, ça me fait toujours rigoler. C'est pas parce qu'on a 3 jours d'essai et pas 6 qu'on a économisé beaucoup d'argent. C'est stupide et ça fait plus de travail effectivement sur les simulateurs. Ça c'est dit, on en revient à Alpine. Donc Ocon à sa place, et puis après une course calamiteuse, là tu l'as dit, avec des erreurs inadmissibles à ce niveau de la compétition. Je pense que ça doit souffler très fort aujourd'hui dans les couloirs, parce que là il y a forcément des responsables. Ça arrive à tout le monde de se planter, mais là on s'est planté plusieurs fois. Quand on se prend les pieds dans le tapis, hop, on se récupère et on continue. Là on se reprend les pieds dans le tapis. Donc j'imagine que là ça va souffler. Du côté de Pierre, écoute, là aussi, il fallait pas être grand clair pour prédire, c'est ce que j'avais fait sur RMC, une grosse remontée de Pierre, en espérant qu'il soit dans les points. Non seulement il l'était bien, mais il aurait même pu arracher peut-être la 8e position. Lui, il fait le Grand Prix parfait en partant 20e avec la machine dont il disposait. C'est super, donc c'est une preuve d'espoir. La machine n'est pas mauvaise. Pour lui, l'équipe et la stratégie a été bonne. Maintenant, il faut mettre les deux ensemble et puis il faut partir dans le top 10, voilà. En fait, cette course, je la trouve rassurante. Pas dans l'objectif Alpine de viser le titre dans le fameux projet des 100 courses, parce qu'aujourd'hui, avec en plus Aston Martin, tu te retrouves encore plus loin. Mais je la trouve rassurante par rapport à ce que je pouvais craindre, comme en fait, on n'avait aucune visibilité sur ce que pouvait proposer cette voiture. On avait effectivement sur la course de Pierre Gasly un très bon rythme de course. Et mine de rien, en partant dernier, alors il y a aussi la Virtual Safety Car qui a aidé à la stratégie avec cet arrêt presque gratuit en tendre. Mais mine de rien, tu te retrouves avec une circonstance de course favorable à pouvoir lutter pour la place du meilleur des autres. Termine à 1 seconde de Valtteri Bottas qui termine donc 8e. 8e, c'est le meilleur des autres. À partir du moment où tu exclus Red Bull, Ferrari, Aston et Mercedes,
c'est quand même plutôt intéressant. J'ai envie de voir sur l'ensemble, j'ai envie de voir sur les prochains Grands Prix jusqu'à Barcelone pour voir un peu vraiment où se situe cette équipe par rapport à Alfa Romeo, par rapport à As sur les qualifications, par rapport à McLaren aujourd'hui, il semble malheureusement pour Ou eux, même Williams. c'est largué. Williams fait intergroupé, pas Et si mal. Hein, pas Et si justement, j'allais y venir, Williams, parce qu'effectivement, et je reviens à ce que tu disais en début d'émission, aujourd'hui, il n'y a plus d'équipe qui semble larguée. C'est vrai. Et du coup, il n'y a plus de midfield. Finalement, tu as une première partie et une seconde partie. Aujourd'hui, Alpine, j'ai l'impression, fait quand même partie de la seconde partie. Il va falloir quand même dominer cette seconde partie. Et ce que j'ai vu avec Gasly, alors après, il y a la course cauchemardesque, comme tu le disais, d'Esteban Ocon. Alors lui dit qu'il se positionne toujours de cette manière. Il me semble que ce qui est sanctionné, c'est pas le fait qu'il soit peut-être un petit peu trop en avant, mais décalé sur la droite, Ouais. et donc à l'extérieur de l'emplacement avec sa roue avant droite. C'est ça qui a été sanctionné. Après, effectivement, la pénalité mal servie, ça c'est des erreurs. Bon, mieux vaut que toutes ces bêtises arrivent sur un même Grand Prix. Oui, une fois. Comme disait un certain Roland Courbis, mieux vaut perdre une fois 10-0 que 10 points à 0. Ouais, c'est sûr. Jamais se lancer dans celle-là. Tu sais. Ouais. Tu dis mystère à déception. Je trouve quand même qu'on est clément là. Parce que c'est qu'une course, encore une fois. On est bien d'accord. Mais on demandait à Esteban Ocon à Londres quand est-ce qu'Alpine arriverait enfin à péter ce plafond de verre. Ah bon, on en est loin. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a une écurie qui l'a fait en passant, comme ça, en regardant et en prenant en plus le pilote numéro 1 de l'équipe. Ah, c'est douloureux, là. Et non, mais enfin, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait, péter ce plafond de verre. Et le discours qui. Non, mais c'est vrai. Et là, je pense à ce que. Je pense à Fernando Alonso qui après c'est quoi les essais On m'a dit, je suis intolérant, mais qui regarde. Ouais, exactement. Voilà, bravo. Qui regarde, qui passe par Alpine et qui regarde et qui poursuit sa route. Non, mais là où je veux revenir, c'est que le plafond de verre concernait 3 équipes. Il en concerne 4 désormais. Pendant combien de temps on va accepter cette situation pour Alpine? Est-ce que l'année prochaine, le plafond de verre concernera pas 5 équipes, 6 équipes, et qu'au final ils seront derniers, et qu'on se dira mais il y a un plafond de verre avec les meilleurs. Non, mais c'est vrai. C'est très improbable que ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, la performance, on n'est pas capable de la sentir, si ce n'est par rapport aux autres. En l'occurrence, par rapport aux autres, je suis désolé, une régression. C'est tout. En rythme de course, il y a 4 voitures meilleures qu'eux pour le moment. Et en plus de ça, ils vont être à la lutte avec des voitures qui ne se battaient pas avec eux l'année dernière. Les seuls qui pouvaient se battre avec eux l'année dernière, c'est Aston en fin de saison et McLaren quand ils avaient des problèmes de fiabilité. Aujourd'hui, normalement, si le développement avait été fait correctement par rapport justement au plan qu'ils avaient en base, ils devraient être en 4e position, seuls à essayer de régler des soucis pour aller chercher les places devant. Après, tu ne maîtrises pas le développement des autres équipes. Bien sûr, mais ce que je veux te dire, c'est que l'année dernière, faire 7 et 8, c'était normal. Cette année, ce sera 9 et 10. Ce sera 9 et 10. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, et c'est la partie, excuse-moi Jean-Luc, très inquiétante, effectivement, c'est Alfa Romeo qui va chercher le point du meilleur tour avec Joe en fin de course, sur le qui enlève du coup le meilleur tour à Gasly. Ce que ça veut dire, c'est que Joe, il termine 16e. Ce que ça veut dire, c'est qu'Alfa Romeo estime jouer le même championnat qu'Alpine en prenant le point du meilleur tour. Donc Alfa Romeo, 0 point, mais tu retires un point à Alpine. Ça, c'est peut-être plus inquiétant. C'est la lecture des autres équipes. Ce que pensent les autres équipes peut-être d'Alpine. C'est ça qui est peut-être inquiétant. Tu me l'as enlevé de la bouche, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il a fait un temps quand même, Pierre, dans sa remontée, 1:35.068. Effectivement, le meilleur tour, tu viens de le souligner, c'est le chinois. 1:33.996. Bon, on sait qu'à la fin, si tu joues cette carte-là, ce qui n'était pas forcément celle de Pierre, son objectif, tu vas me dire ça va avec, mais c'était de remonter sur Bottas. Mais enfin, là, le rythme était bon. En fin de course, avec des pneus slick, des pneus soft, pardon. Slick, évidemment, c'est mieux. Mais soft, il était en mesure donc de remonter. Donc, le rythme peut être bon. C'est ce qu'on disait. Maintenant, il faut tout mettre ensemble sur les 2 voitures, pas que sur une. Exactement. Et on a envie de voir surtout une Alpine qui démarre. On l'a eu avec Ocon, malheureusement, ça s'est mal passé. Mais un Gasly ou un Ocon qui démarre P9, P10, peu importe, et qui fait toute la course pour voir vraiment le rythme que cette voiture a, le potentiel que cette voiture a par rapport aux 4 devant. Si là, vraiment, il y a un énorme gouffre ou pas. Exactement. Ça, on aura l'occasion d'en parler, bien évidemment, tout au long de cette saison. C'est la fin de ce débrief du Grand Prix de Bahreïn. On peut regarder, si vous le voulez, pour le plaisir, le classement des pilotes et le classement des écuries. Mais vous le connaissez déjà, parce que c'est à peu près le même. Enfin, c'est le même que le classement de cette course. On voit quand même que les cases de devant sont déjà coloriées en bleu foncé, ce qui n'est pas pour nous rassurer, en tout cas, sur ce plateau. Mais on attend de voir. C'est exactement ce qu'on s'était dit. 2 tips.
si cette vidéo ne vous a pas suffi, même si elle était un petit peu longue, si cette vidéo ne vous a pas suffi, vous avez 2 types de lecture et surtout de consommation pour cette semaine. Le premier, c'est d'aller sur Winamax TV pour retrouver justement l'émission qu'on a fait samedi avec Lucas par les fins et avec Jérémy F1 à la loupe, les troubles fêtes 2023. C'était Aston Martin. On en parlait déjà. On a beaucoup parlé de ce concept développé notamment par Dan Fallows. Et on y reviendra bien évidemment ce mercredi, puisque cette émission a été faite après les qualifs, avant la course. Ce mercredi, le grand débat qui vous attend donc, est-ce qu'Aston Martin est une force, la deuxième force durable, la principale force d'opposition? Politique et Formule 1 font souvent bon ménage. Voilà pourquoi le champ lexical est à peu près le même. On reviendra sur le fait qu'ils ont cassé le plafond de verre. On se posera la question de savoir où est-ce qu'il faut les placer dans la hiérarchie. Et surtout, on se demandera quelles sont désormais nos attentes vis-à-vis de Aston Martin et Fernando Alonso notamment. Félicitations à nos pilotes de F2. Le podium de Victor Martin, c'est puis Théo Pourchaire qui fait une grosse course. Il est en mission, Théo. Donc, Exactement. On aura l'occasion d'en parler et ils viendront bien sûr sur ce plateau. Jean-Luc, vous restez avec nous parce que mercredi, on va aussi parler de ça. Le cuir des héros. Le cuir des héros sorti bien sûr aux éditions Kokobé. Je crois d'ailleurs qu'il y a quelques très très bonnes librairies au 83 rue de Rennes, au 171 rue de la Convention, 67 avenue du Roule où vous pouvez d'ores et déjà le trouver. Alors allez-y, les meilleures librairies ont forcément ce bel ouvrage. Merci les amis. Merci. Rendez-vous mercredi. On se régale, la Formule 1 de retour.